Étais-je capable d'être heureux dans la solitude? Je ne le pensais pas. Étais-je capable d'être heureux en général? C'est le genre de question, je crois, qu'il vaut mieux éviter de se poser. La seule difficulté de la vie à l'hôtel, c'est qu'il faut sortir quotidiennement de sa chambre, et donc de son lit, pour que la femme de ménage puisse faire son travail. Le temps de sortie est dans son principe indéterminé. L'emploi du temps des femmes de chambre n'est jamais communiqué aux clients. J'aurais préféré pour ma part, sachant que le ménage ne durait jamais bien longtemps, qu'on m'impose une heure de sortie, mais ce n'était pas prévu comme ça. Et à un sens, je le comprenais, cela n'aurait pas été conforme aux valeurs de l'hôtellerie. Cela aurait plutôt rappelé le fonctionnement, mettons, d'une prison. Je devais donc faire confiance à l'esprit d'initiative et à la réactivité de la, ou plutôt des femmes de ménage. Je pouvais cependant les aider, leur donner un indice en retournant le petit carton d'information accroché à la poignée de la porte, le faisant passer de la position « Chut, je dors »,« Please do not disturb », état symbolisé par l'image d'un bulldog anglais assoupi sur une moquette, à la position « Je suis réveillé, please make up the room ». On avait cette fois 2 poules photographiées sur le fond d'un rideau de théâtre, dans un état d'éveil éclatant et presque agressif. Après quelques tâtonnements les premiers jours, je conclus qu'une absence de 2 heures serait suffisante. Je ne tardais pas à mettre au point un mini-circuit qui commençait par le Haut-Jules, peu fréquenté entre 10h et midi. Je remontai ensuite l'avenue de la Sœur Rosalie. Cette rue s'achevait sur une sorte de petit rond-point arboré. Par beau temps, je stationnais sur un des bancs disposés entre les arbres. J'étais généralement seul, mais de temps à autre, il y avait un retraité sur un des bancs, parfois accompagné d'un petit chien. Puis je tournai à droite dans la rue Abel-Ovlac. Au coin de l'avenue des Gobelins, je ne manquais jamais de marquer un arrêt au Carrefour City. Ce magasin, j'en avais eu l'intuition dès ma première visite, allait être amené à jouer un rôle dans ma nouvelle vie. Le rayon oriental, sans atteindre la luxuriance du G20 proche de la tour Totem, où j'avais mes habitudes encore quelques jours auparavant, alignait tout de même 8 variétés différentes de houmous, dont l'abus gauche premium, le misado, le zaatar et le rarissime mesabecha. Quant à l'espace sandwicherie, je me demande même s'il n'était pas supérieur. Je croyais jusque-là le segment du mini-market entièrement dominé, à Paris et dans la petite couronne, par les Dailymonop. J'aurais dû me douter qu'une enseigne comme Carrefour, lorsqu'elle entrait sur un nouveau marché, n'y entrait pas, comme le rappelait récemment son PDG dans une interview à Challenge, pour faire de la figuration. Les horaires d'ouverture d'une amplitude exceptionnelle témoignaient de la même volonté de conquête. De 7h à 23h en semaine, de 8h à 13h le dimanche, même les Arabes n'avaient jamais fait aussi bien. Encore cette plage dominicale réduite était-elle le résultat d'un âpre conflit, initié par une procédure lancée par l'inspection du travail du 13e arrondissement, m'a pris une affichette placardée dans le magasin qui, en des termes d'une virulence à couper le souffle, stigmatisait la décision aberrante prise par le tribunal de grande instance qui les avait finalement conduits à s'incliner, sous la menace d'une astreinte dont le montant exorbitant aurait mis en péril votre commerce de proximité. La liberté du commerce et au-delà celle du consommateur avait donc perdu une bataille. Mais la guerre, on le sentait au ton martial de l'affichette, était loin d'être terminée. Je m'arrêtais rarement au café La Manufacture, situé juste en face du Carrefour City. Certaines bières de brasserie y paraissaient alléchantes, mais je n'adhérais guère à cette ambiance laborieusement imitée de café ouvrier. Dans un quartier où les derniers ouvriers avaient probablement disparu vers 1920. Je n'allais pas tarder à connaître bien pire lorsque mes pas m'amèneraient jusqu'à la sinistre zone de la butte aux cailles. Mais je l'ignorais encore. Je redescendais ensuite l'avenue des Gobelins sur une 50aine de mètres avant de retrouver l'avenue de la Sœur Rosalie, et ceci constituait la seule partie véritablement urbaine de mon circuit, celle qui allait me permettre, à travers l'augmentation du trafic des piétons et des véhicules, de sentir que nous avions franchi la barrière du 15 août, première étape de la reprise de la vie sociale, puis celle, plus décisive, du 1er septembre. Étais-je au fond si malheureux, si par extraordinaire l'un des humains avec lesquels j'étais en contact, la réceptionniste de l'hôtel Mercure, le serveur du café au Jules, la vendeuse du Carrefour City,
m'avait interrogé sur mon humeur, j'aurais plutôt eu tendance à la qualifier de triste. Mais il s'agissait d'une tristesse paisible, stabilisée, non susceptible d'augmentation, ni de diminution d'ailleurs. Une tristesse en somme que tout aurait pu porter à considérer comme définitive. Je ne tombais cependant pas dans le piège. Je savais que la vie pouvait encore me réserver de nombreuses surprises, atroces ou exaltantes, c'est selon. Je n'éprouvais cela, dit pour l'instant, aucun désir, ce que de nombreux philosophes, j'en avais du moins l'impression, avaient considéré comme un état enviable. Les bouddhistes étaient en gros sur la même longueur d'onde, mais d'autres philosophes, ainsi que l'ensemble des psychologues, considéraient au contraire cette absence du désir comme pathologique et malsaine. Au bout d'un mois de séjour à l'hôtel Mercure, je me sentais toujours incapable de trancher ce débat classique. Je renouvelais mon séjour toutes les semaines afin de me maintenir dans un état de liberté, état qui, lui, est considéré avec faveur par l'ensemble des philosophies existantes. À mon avis, je n'allais pas si mal. Il n'y avait en réalité qu'un point sur lequel mon état mental me causait de vives inquiétudes. C'était celui des soins du corps et même simplement des ablutions. Je parvenais à peu près à me brosser les dents, ça c'était encore possible. Mais j'envisageais avec une franche répugnance la perspective de prendre une douche ou un bain. J'aurais aimé en réalité ne plus avoir de corps. La perspective d'avoir un corps, de devoir y consacrer attention et soin m'était de plus en plus insupportable. Et même si l'impressionnante multiplication du nombre des SDF avait peu à peu conduit la société occidentale à assouplir ses critères dans ce domaine, je savais qu'un état de puanteur trop prononcé finirait obligatoirement par me conduire à me singulariser de manière inappropriée. Je n'avais jamais consulté de psychiatre et au fond, je croyais peu en l'efficacité de cette corporation. Je choisis donc sur Doctolib un praticien consultant dans le 13e pour au moins minimiser le temps de transport. Quitter la rue Bobillot pour bifurquer dans la rue de la Butte aux Cailles. Les deux se rejoignaient au niveau de la place Verlaine. C'était quitter l'univers de la consommation ordinaire pour pénétrer dans un monde de crêperies militantes et de bars alternatifs. Le temps des cerises et le merle moqueur étaient pratiquement face à face. Entrecoupés de magasins bio-équitables et des shops proposant piercing ou coupe afro. J'avais toujours eu l'intuition que les années 1970 n'avaient pas disparu en France, qu'elle avait juste opéré un repli. Certains graphes n'étaient pas mal et je suivis la rue jusqu'au bout, ratant l'embranchement de la rue des 5 Diamants où consultait le docteur Lelièvre. Lui-même avait un peu une tête de zadiste, me dis-je au premier regard, avec ses cheveux mi-longs et frisés, qui commençaient à être envahis de fils blancs. Mais son nœud papillon contredisait un peu cette première impression, ainsi que le luxe global de l'ameublement de son cabinet. Je reconsidérais mon point de vue, c'était tout au plus un sympathisant. Lorsque je lui eus résumé ma vie ces derniers temps, il convint que j'avais en effet un réel besoin d'une prise en charge et me demanda si j'étais traversé par des idées de suicide. Non, répondis-je, la mort ne m'intéresse pas. Il réprima une grimace de mécontentement, reprit d'un ton coupant. Je ne lui étais manifestement pas sympathique. Il existait un antidépresseur de nouvelle génération. C'était la première fois que j'entendais ce nom de Captorix, qui devait en venir à jouer un rôle si important dans ma vie, qui pouvait s'avérer efficace dans mon cas. Il fallait compter 1 à 2 semaines pour en ressentir les premiers effets, mais c'était un médicament qui demandait une surveillance médicale rigoureuse. Il me faudrait impérativement reprendre rendez-vous dans un mois. J'acquiesçai avec empressement, m'efforçant de ne pas m'emparer de l'ordonnance avec une avidité excessive. J'étais bien décidé à ne jamais revoir ce camp. De retour chez moi, je veux dire dans ma chambre d'hôtel, j'étudiais avec soin la notice qui m'apprit que j'allais vraisemblablement devenir impuissant et que ma libido allait disparaître. Le Captorix fonctionnait en augmentant la sécrétion de sérotonine, mais les informations que j'ai pu recueillir sur Internet au sujet des hormones du fonctionnement psychique donnaient une impression de confusion et d'incohérence. Il y avait certaines remarques de bon sens du style « Un mammifère ne décide pas chaque matin au réveil s'il va rester avec le groupe ou s'en éloigner pour vivre sa vie. » Ou encore « Un reptile ne possède aucun sentiment d'attache avec les autres reptiles. Les lézards ne font pas confiance aux lézards. » Plus spécifiquement, la sérotonine était une hormone liée à l'estime de soi, à la reconnaissance obtenue au sein du groupe, mais par ailleurs elle était essentiellement fabriquée au niveau de l'intestin, et on signalait son existence chez de très nombreuses créatures vivantes, y compris les amibes.
De quelle estime de soi pouvaient bien se prévaloir les amibes? De quelle reconnaissance au sein du groupe? La conclusion qui se dégageait peu à peu, c'est que l'art médical demeurait en ces matières confus et approximatif, et que les antidépresseurs faisaient partie de ces nombreux médicaments qui fonctionnent ou pas, sans que l'on sache exactement pourquoi. Dans mon cas, cela paraissait fonctionner. Enfin, la douche, c'était quand même trop violent, mais je parvins peu à peu à prendre un bain tiède et même à me savonner vaguement. Et du point de vue de la libido, ça ne changeait pas grand-chose. Je n'avais de toute façon rien éprouvé qui ressemble à un désir sexuel depuis la château d'Al-Alkian, la peu oubliable châtain d'Al-Alkian. Ce n'est donc certainement pas un élan de concupiscence qui me poussa quelques jours plus tard, en milieu d'après-midi, à téléphoner à Claire. Qu'est-ce qui m'y poussa alors? Je n'en avais absolument aucune idée. Cela faisait plus de 10 ans que nous n'avions eu aucun contact. Je m'attendais à vrai dire à ce qu'elle ait changé de numéro de téléphone. Mais non, elle n'avait pas changé. Elle n'avait pas changé d'adresse non plus, mais ça, c'était normal. Elle parut un peu surprise de m'entendre, mais au fond, pas plus que ça. Et elle proposa qu'on dîne ensemble le soir même dans un